Je me tourne vers Jérôme Rivière. Jérôme, je ne te demanderai pas de conclure, pas encore, mais comment réagis-tu à ce qui est manifestement un problème, celui du financement des entreprises sur leur territoire et au grand détournement de la finance de marché? Merci Hervé, merci à tous ceux qui ont précédé, parce que je pense qu'avec toutes ces expériences, ça permet de prendre un sujet et de le regarder de tous côtés. Et ça permet de démontrer que, puisque j'ai l'honneur de présider la délégation des députés du Rassemblement national au Parlement européen, que nous adhérons et nous sommes membres de cette fondation Identité et Démocratie, que nous réfléchissons à toutes sortes de sujets. On a d'ailleurs Joël Mélin et Maxime Pierre-Bacaz, deux parlementaires qui sont avec nous. Et donc nous sommes dans une réflexion, parce que au-delà des mots, nous avons envie de faire des propositions. Je veux aussi remercier Sébastien Meurant, parce que j'ai été un peu dans sa situation il y a quelques années. J'ai été dans une vie antérieure député UMP au début des années 2000. Et comme député UMP, j'ai fait ce qu'il a fait, c'est-à-dire que j'ai considéré que, sans nécessairement être d'accord avec les gens que j'allais voir, j'avais besoin d'échanger, de discuter pour comprendre quels étaient les points d'accord, les points de désaccord qui pouvaient être les miens avec, à l'époque, ce qui était le Front National, auquel je n'étais pas adhérent. Et ma formation politique de l'époque en a profité pour me virer. Et ce premier parcours politique s'est éteint à cette époque-là. J'espère que le courage de Sébastien ne se conclura pas de cette façon-là. En tout cas, c'est important que nous puissions échanger et parler. Être présent ne veut pas dire qu'on est d'accord sur tout, mais je crois que c'est comme ça qu'on avancera. Quand en plus on partage des valeurs essentielles, qui est un amour infini pour la France, je crois que c'est bien de pouvoir se retrouver. Donc quand j'ai terminé cette période-là, Hervé me dit, mais parle un peu de ton expérience professionnelle, parce que entre la période où j'ai été battu comme député et la période où je suis revenu en politique en 2017 pour soutenir la candidature de Marine Le Pen aux élections présidentielles, en fait j'ai été entrepreneur. Avec un associé, j'ai créé une entreprise. On est passé d'une TPE de 1 salarié avec 500 000 euros de chiffre d'affaires en 2014 à aujourd'hui une entreprise qui a une petite centaine de salariés. On fait environ 20 millions d'euros de chiffre d'affaires et on est implanté dans plusieurs pays européens. Donc j'ai vécu de première main, si je puis dire, cette activité de création d'une entreprise, avec toutes les difficultés qu'on peut rencontrer, tous les bonheurs et tous les plaisirs de voir son entreprise croître. Et ces différents sujets qu'on a évoqués, j'ai retenu 5 exemples dans ma vie d'entrepreneur qui illustrent les difficultés qu'on peut rencontrer. D'abord, les collectivités territoriales. On travaille dans le domaine de l'hydrogène, on a un certain nombre de brevets dans ce domaine-là, et notre activité principale, on se veut acteur, partenaire de la transition énergétique. Et donc on est capable de démontrer notamment qu'on fait réaliser des économies en tonnes de CO2 émis par toutes sortes de matériel. Et on a, pendant un an, la première année, on s'est dit c'est fabuleux, c'est le discours de l'État, des collectivités, on va aller les voir, on va leur démontrer que ça fonctionne. On a fait des tests, une 60aine de villes, des grandes villes, des conseils départementaux, des régions. On l'a démontré, on a 60 rapports, des lettres de félicitations, toutes sortes de messages positifs. Mais lorsqu'il s'est agi pour ces collectivités territoriales de passer à l'acte, c'est-à-dire de dire on passe un marché, on lance un appel d'offres, on essaye de voir comment on passe à l'étape suivante, eh bien, Sébastien, nous sommes tombés sur le mot que tu utilisais tout à l'heure, des parleurs et non pas des faiseurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la classe politique, elle parle, elle se paye de mots, mais elle ne rentre assez peu dans l'action et prend assez peu de décisions. Alors bien sûr, je généralise, il y a évidemment, plus d'ailleurs la taille des collectivités est à taille humaine, plus les maires et les responsables sont impliqués, mais avec cette taille qui s'est accrue, il y a effectivement beaucoup de politiques qui parlent et qui n'agissent pas. Donc ça a été une première déception comme chef d'entreprise nouvellement sorti de politique, de voir que les élus n'étaient pas à la hauteur de ce qu'on attendait. Deuxième surprise, lorsqu'on a eu ce projet qui, pareil, un business plan, on présente un certain nombre de choses, on va avoir des banquiers, on a été très peu accompagnés en France. Et nous avons trouvé peu de gens pour nous accompagner dans les différentes augmentations de capital dont vous avez besoin. À un moment, il y a besoin de trésorerie pour avancer. Il y a besoin d'argent dans une entreprise. Et c'est pas immédiatement votre marché qui vous fournit l'argent. Et il a fallu qu'on se tourne vers des partenaires étrangers, ce qui fait qu'aujourd'hui, au capital de cette entreprise, nous nous retrouvons avec un fonds du ministère de l'Agriculture chinois qui a investi à hauteur de 10% dans notre entreprise, et un fonds américain
qui lui aussi a investi à hauteur des 10%, parce qu'ils ont considéré, pourtant ils sont bien loin, à des milliers de kilomètres, que cela présentait un intérêt, ce que n'ont pas su déceler des fonds d'investissement ou des banques françaises. Et ça aussi, pour des entrepreneurs français attachés à leur territoire, c'est une forme de déception de constater que le financement d'une activité, et je ne vous parle pas de dizaines de millions, hein, c'est au début de la création de l'entreprise, donc les premières fois c'est 1 million, la deuxième fois c'est 3 millions, c'est des sommes qui restent très modestes au niveau des financements qui sont dégagés aujourd'hui sur le plan de l'État. Les entreprises françaises n'étaient pas là. Troisième élément qui m'a surpris dans cette vie, elle est plus récente, c'est au moment du PGE. Et je me souviens d'en avoir parlé avec toi, Hervé. Le PGE, aujourd'hui, l'entreprise a 3 acteurs bancaires. On travaille avec eux, c'est des partenaires. De toute façon, on n'a pas le choix, il faut travailler avec les partenaires qui nous sont proposés. Certains sont extrêmement positifs, avec notamment tout ce qui est banque coopérative. On sent bien une volonté d'ancrer l'entreprise dans le territoire. Et moi, bêtement, quand j'ai vu les PGE à 0,2%, ben j'ai 3 acteurs. Il y en a un auquel je venais de faire récemment appel. Je me suis dit, je vais pas le charger. Je vais aller solliciter les 2 autres. Et j'ai fait ce PGE auprès de ces deux banques qui on n'était pas vraiment chez eux puisqu'ils étaient localisés ailleurs, mais c'était un peu le marché. Et vraiment, je voulais pas pénaliser la banque qui venait de faire un effort pour nous. Quelle a été ma surprise, 10 jours plus tard, de recevoir un coup de téléphone du patron de la banque qui me dit, mais Jérôme, qu'est-ce que tu ne fais? Pourquoi tu prends pas le PGE chez moi? Je dis, mais mon objectif était d'épargner à la banque cet acte un peu héroïque que de nous prêter à 0,2%. Il me dit, mais tu n'as rien compris. Moi, j'emprunte à moins 0,8. Je te le vends à 0,2 et c'est garanti à 90% par l'État. Je fais ma marge cette année sur le PGE. Et là, tout d'un coup, ça m'a ouvert les yeux. J'ai beau être élu au Parlement européen, m'intéresser à tous ces sujets-là, je n'avais pas vu à quel point, en fait, le PGE était une action de l'État sans doute utile, mais qui servait avant tout ce que j'appelle la finance spéculative. C'est-à-dire que ça ne va pas servir le capital, ça va servir cette finance spéculative qui est aujourd'hui le principal moteur de la mondialisation et de la délocalisation. Et dernier point, Hervé, je voulais revenir dessus parce que tu l'as abordé très précisément et sur le sujet que tu abordes, notamment concernant le dividende. Je suis en parfait accord avec toi. L'enrichissement sans cause, constitué par des ventes d'actions en quelques secondes, quelques minutes, voire quelques jours, est absolument inacceptable, n'apporte rien économiquement et doit être taxé extrêmement fortement. Mais le dividende, ça n'est pas que ça. Et le dividende, notamment, et je pensais à ce que disait tout à l'heure Romain Le Gasser, nous, on a fait le choix dans notre entreprise de se rémunérer avec du dividende. C'est-à-dire que je me considère comme un capitaliste. C'est-à-dire je mets mon argent, mon patrimoine dans l'entreprise. Si ça marche bien, ben j'en tire des dividendes, j'en tire des profits. Si ça marche pas, je gagne rien. Si ça marche mal, je perds tout, y compris ce que j'ai mis au départ. C'est ça le capitalisme, et c'est une belle chose. Et le dividende, ça permet de se payer à la fin de l'année. Lorsque vous voyez si votre entreprise a fonctionné ou pas, vous payez vos salariés, vous payez votre activité. Si vous dégagez du bénéfice, vous êtes capable de vous payer. Et je pense qu'il ne faut absolument pas, il faut être très prudent et enlever du mot dividende cette idée qu'en fait, on pense toujours au groupe du CAC 40, on pense aux prédateurs, mais le dividende, c'est parfois important pour le chef d'entreprise qui peut se payer de cette façon-là. Et c'est aussi important pour tout ce qui sont les LBO. Si aujourd'hui on veut que des salariés rachètent une entreprise, pour qu'ils rachètent une entreprise, il faut qu'ils trouvent des banques, et les banques, elles accepteront de faire un prêt exclusivement si l'entreprise est capable de verser du dividende pour financer cet achat. Donc il faut qu'on soit extrêmement prudent, extrêmement fin dans la façon dont on va faire nos propositions pour qu'on taxe bien ce qui nous gêne, c'est-à-dire cette finance spéculative par rapport au capital. L'extrême gauche dont on a vu des éléments tout à l'heure qui étaient place de la Bourse est en train de tenter un doux mélange entre cette finance spéculative et le capital qui reste un moteur essentiel de notre économie. L'entrepreneuriat, c'est du capitalisme. Alors c'est ces exemples-là que je voulais vous proposer pour vous détailler l'état d'esprit dans lequel je suis lorsque on travaille au Parlement européen. Et 3 exemples pour illustrer ce qui pose problème et ce qui doit aujourd'hui nous permettre de faire marche arrière au niveau de l'Europe. D'abord,
la finance spéculative, elle a comme principal outil l'immigration. Alors, l'immigration, c'est une façon pour eux d'amener une main-d'œuvre extrêmement peu chère. Ça permet de faire venir des gens sans droit, dans des conditions extrêmement difficiles, et de les exploiter. Et c'est là qu'on tombe sur une nouvelle société, qui est une société qui fait la promotion de l'esclavagisme. Et il y a toutes sortes d'esclavagisme. Il y a l'esclavagisme absolument odieux, abominable, qu'on a pu voir et qui a été assez peu commenté, qu'on a pu voir en Libye. Moi, j'ai été extrêmement choqué il y a quelques semaines quand vous voyez ces images d'hommes et de femmes pendus par les pieds, en train d'être littéralement vendus aux enchères. C'est l'esclavagisme, les images les plus dures qu'on puisse voir qui se produit de l'autre côté du continent liquide qu'est la Méditerranée. Et tout ça est produit, organisé par les guerres qui ont été menées au nom de ce mondialisme en Libye, par cette désorganisation d'un certain nombre d'espaces. Mais l'esclavagisme, c'est aussi l'ubérisation. C'est ici une nouvelle forme d'esclavagisme, parce que quand les gens arrivent ici, quand ils finissent quand on leur donne un visa, qu'on les fait venir, ils se retrouvent dans une économie ubérisée. Mais le projet de cette économie ubérisée, elle est d'aller beaucoup plus loin. On nous fera payer pour boire, on nous fera payer pour respirer. Ils veulent nous faire payer pour nous reproduire. Et c'est cette économie-là dont on ne veut pas. Et ça, c'est le mondialisme, c'est la désincarnation du citoyen en consommateur. Mais ça, cette étape, elle est franchie. Et maintenant, ils veulent nous faire passer de consommateur à produit. Et c'est ça ce que nous combattons. C'est le mondialisme, la délocalisation, c'est vous passer de citoyens responsables à qui on parle intelligemment, à qui on demande de s'exprimer, à consommateurs, et ensuite de consommateurs à produits. Et je crois que là-dessus, c'est là que nous menons ce combat, qui est un combat existentiel extrêmement, extrêmement important. L'autre élément parce qu'on vit une accélération terrible, l'autre élément important, c'est le plan de relance. Et on l'a souligné, mais ce plan de relance, il faut voir qu'il a aussi comme objectif la délocalisation par la mutualisation de la créance. On emprunte 360 milliards d'euros. Ces 360 milliards d'euros, ils vont être empruntés collectivement, c'est-à-dire que nous sommes responsables, nous Français, à hauteur de 18% de ces 360 milliards d'euros, puisque c'est notre part en tant qu'État français dans cet effort collectif, ce qui est 65 milliards d'euros. Donc nous, demain matin, si pour une raison quelconque, nous ne savons pas rembourser cet emprunt européen, nous devons payer 65 milliards d'euros. Dans le même temps, le plan de relance prévoit de donner 45 milliards à la France sous condition d'utilisation de la Commission. C'est-à-dire que lorsque le Premier ministre nous explique la semaine dernière, vous savez, dans mon plan de relance de 100 milliards, il y en a 40 qui viennent de l'Union européenne, ces 40-là, ces 40 sur lesquels il n'a pas le choix. Ça doit correspondre à des engagements de l'Union européenne, et ces engagements de l'Union européenne, c'est notamment ceux du Green Deal, qui sont une économie écologique punitive, mondialisée, et qui n'a rien à voir avec l'écologie localisée du produire plus près, consommer plus près quand c'est possible, que nous proposons. C'est extrêmement pervers, parce que c'est une façon de s'approprier des crédits français, de les passer à une commission qui a un projet qui est totalement différent d'un projet national, et ensuite, qui plus est, de nous faire payer plus que ce qu'on a reçu. Donc c'est vraiment une triple punition qui est infligée notamment à la France, qui est le pays le plus mal traité au niveau de ce plan de relance, mais ça correspond aussi à ce schéma qui est le schéma d'une commission européenne et d'un projet au service de la mondialisation, j'allais dire non, au service de cette finance spéculative qui a besoin de la mondialisation pour toujours plus prospérer. Et dernier point, parce que c'est un exemple aussi très, très frappant, c'est le Brexit. Les Britanniques ont réussi par une sorte de sursaut national à sortir de ce carcan de l'Union européenne. C'est leur choix. Ils l'ont exprimé de façon très claire, très simple au moment du référendum. Ils l'ont exprimé une nouvelle fois en confiant à un Premier ministre qui leur avait dit que s'il était au pouvoir, il quitterait l'Union européenne. Et aujourd'hui, l'Union européenne veut faire payer aux Britanniques ce choix d'avoir décidé de recouvrer la confiance dans leur nation. C'est-à-dire qu'eux ont fait le choix du localisme en décidant de confier aux autorités nationales leur avenir. Et aujourd'hui, l'Union européenne leur faire payer. Alors, pour nous expliquer que ça n'est pas vrai, on va nous donner des exemples. On va dire, regardez, mais c'est terrible, les Britanniques sont en train de tuer les pêcheurs français.
Oui, bien sûr, il y a un combat à mener et nous voulons protéger les pêcheurs français et on va protéger les pêcheurs français. Mais la réalité du discours entre l'UE et le Royaume-Uni, c'est que le Brexit et le traité qu'on souhaite imposer aujourd'hui aux Britanniques est un traité plus punitif, plus contraignant que le traité qu'on a imposé par exemple au Vietnam. Vous voyez bien que la philosophie derrière les négociations qui ont lieu avec le Royaume-Uni, c'est bien une philosophie punitive, puisqu'on permet d'échanger librement avec des Vietnamiens qui sont à l'autre bout de la planète et qui vont servir si je puis dire, de chambre de contamination à des produits qui viendront d'ailleurs, notamment de Chine, pour arriver sur le marché européen, quand les Britanniques qu'on accuse de faire la même chose pour les États-Unis sont traités de façon beaucoup plus déloyale. Donc c'est un peu tout ça que nous ressentons. Et moi, ce qui m'inquiète le plus, et Hervé, encore une fois, merci de faire des échanges sur ce sujet, les choses s'accélèrent. Et c'est un combat qui est de plus en plus rapide, parce que le Covid, ou la Covid, pardon, a fait prendre conscience aux citoyens que ce projet mondialisé nous exposait et nous montait dans un danger qui était clair et immédiat. On l'oublie. On essaye déjà de nous le faire oublier, mais aujourd'hui, c'est entre le mois de mars et le mois de septembre 2020, on n'a pas réussi à relocaliser les 97% de médicaments qui sont fabriqués en Chine. Ils sont toujours fabriqués en Chine. Le danger est toujours immédiat. Or, dans le plan de relance présenté par le Premier ministre, il n'y a pas une seule fois le mot relocalisation. Il parle du développement des entreprises. Pas une fois, il parle de relocalisation. Et lorsque Emmanuel Macron, il y a un mois ou un mois et demi, était venu parler de protectionnisme et de souveraineté européenne, au même moment, nous recevions à la commission de la Défense, à la commission Sécurité et Défense, nous recevions Florence Parly. Le lendemain, nous recevions Florence Parly qui venait parler à la commission Sécurité et Défense, qui nous disait « Il n'est pas question de protectionnisme, la souveraineté européenne et la souveraineté nationale n'existent pas. » C'est à l'ordre du jour, c'est disponible pour chacun pour aller voir le projet réel de cette finance mondialisée au service duquel Emmanuel Macron s'est mis, parce que c'est un projet qu'il partage, dit des mots très clairs à Bruxelles, il les cache à Paris parce qu'il a bien compris qu'électoralement parlant c'était compliqué, mais ce combat à mort nous devons le mener parce qu'il en va même de notre existence comme citoyens, comme Français, mais plus largement comme individus. Et je reviens sur cet esclavagisme d'ubérisation. Je n'ai pas envie de payer pour respirer, je n'ai pas envie de payer pour boire, je n'ai pas envie de payer pour me reproduire. Merci.